Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. On démarre cet épisode avec une excellente nouvelle, un micro-cravate est en route. Donc normalement dans les prochains épisodes, la qualité sonore sera au rendez-vous. Initialement j'avais acheté ce micro, mais il se trouve qu'il n'est pas compatible avec mon matériel d'enregistrement. Autre nouvelle, j'ai monétisé la chaîne Grandeur Noire afin que les gains puissent servir à financer des projets de documentaires, de livres, de jeux pour enfants et de différents supports qui vont valoriser l'esthétique et la beauté africaine. Donc désormais, si vous souhaitez aider Grandeur Noire, il vous suffit de ne pas interrompre la publicité lorsqu'elle se déclenche. On passe au vif du sujet, la préhistoire. Avant de rentrer dans les explications, s'il vous plaît, faites un petit exercice avec moi. Lorsque l'on vous dit homme préhistorique, quelle image s'affiche dans votre cerveau ? Quelle est la représentation visuelle que vous avez qui s'imprime dans votre mental? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce que c'est un adulte ou un enfant? Quelle est sa couleur de peau? À quoi ressemblent ses poils, ses cheveux, son corps? Comment est-ce qu'il est habillé? Moi, quand j'ai fait cet exercice-là de me représenter l'homme préhistorique, nécessairement à chaque fois, c'est un homme blanc qui m'apparaît. Un homme blanc, assez velu, avec une longue chevelure et habillé en peau de bête. Cette représentation n'est pas celle de tous les hommes préhistoriques, c'est un stéréotype bien particulier. Pourquoi est-ce que c'est la première image qui apparaît dans notre esprit? Tout simplement parce que c'est la seule qui nous a été présentée depuis les plus petites classes à l'école. Donc en fait, à chaque fois qu'on nous a raconté la préhistoire, que ce soit à l'école, dans les musées ou dans les documentaires, il s'agissait de l'homme préhistorique européen et il s'agissait de l'histoire préhistorique de l'Europe. Aujourd'hui, je vais donc revenir sur l'histoire préhistorique de l'Afrique, dont beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu parler. Concernant l'Afrique, chacun d'entre nous sait à peu près l'essentiel concernant la période de l'esclavage. On sait à peu près combien de temps ça a duré, de quelle date à quelle date, et quelles ont été les conséquences, les causes et les grands axes. Mais que se passait-il sur le continent africain avant l'esclavage? Ça, on est déjà moins au courant. Et que se passait-il en Afrique à la période de la préhistoire? Là, c'est carrément le néant. Alors, ce que nous savons tous, c'est que l'apparition de l'espèce humaine a eu lieu en Afrique. Comment on le sait? Par rapport aux archéologues, aux paléontologues, aux géologues qui ont retrouvé des fossiles. Et tous les fossiles les plus anciens se retrouvent tous dans la même région en Afrique. Les régions de l'Éthiopie, de la Tanzanie, du Kenya et du Tchad. Donc les premiers ancêtres de l'être humain sont africains, ça s'est établi scientifiquement, personne ne peut le nier. Pour vous donner quelques repères, celui qui détient le record de l'ancienneté, c'est Toumaï. Son fossile a été découvert au Tchad et il est daté de 7 millions d'années. Ensuite, il y a Ororin qui lui a été retrouvé au Kenya et dont le fossile date d'environ 6 millions d'années. Il y a également Hardy qui a été retrouvé vers la Tanzanie et qui date d'environ 4,4 millions d'années. Et ensuite, il y a la fameuse Lucie, une australopithèque, dont le fossile a été retrouvé en Éthiopie et qui date d'environ 3 millions d'années. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous citer tous les fossiles qui ont été retrouvés en Afrique, sans quoi ça prendrait tout l'épisode. Ce qu'il faut retenir, c'est que selon les scientifiques, il a existé entre 5 et 6 branches de l'espèce humaine. Vous connaissez certaines d'entre elles comme Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus et le cadet de cette lignée, c'est l'Homo sapiens sapiens. L'Afrique est le seul continent qui présente des fossiles de ces 5 ou 6 branches. Je dis 5 ou 6 parce que selon les spécialistes, il y en a qui rassemblent 2 espèces en une seule branche, d'autres qui les distinguent. Qu'il y en ait 5 ou 6, ça ne change rien au fait qu'on retrouve absolument tous les fossiles de toutes les espèces humaines qui ont existé en Afrique et nulle part ailleurs. Il n'y a pas autant de diversité de fossiles sur les autres continents. Ça veut dire qu'il y a des espèces qui sont apparues en Afrique, qui ne sont pas sorties de l'Afrique, qui se sont éteintes en Afrique, et d'autres espèces se sont suffisamment développées pour partir explorer le reste du monde. Concernant Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire nous,
Selon certains scientifiques, il serait apparu il y a 200 000 ans, selon d'autres, il serait apparu il y a 120 000 ans. La première des corrections à apporter, c'est que forcément, puisqu'il est apparu en Afrique, surtout dans une région extrêmement exposée au soleil, eh bien l'Homo sapiens sapiens était noir. Il se trouve que sur toutes les représentations de l'Homo sapiens sapiens, on voit un personnage blanc. Ces représentations sont arrivées à une époque où le racisme et le colonialisme étaient très prégnants. Donc vous remarquerez que sur absolument toutes les représentations de l'évolution humaine, on part d'un personnage noir qui est primitif pour décliner toutes les espèces humaines et pour aller vers des personnages qui ressemblent de plus en plus à notre apparence actuelle, c'est-à-dire grands et qui maîtrisent la station bipède. Le problème dans ces représentations, c'est que plus l'espèce humaine devient intelligente et sophistiquée, et plus le personnage s'éclaircit jusqu'à devenir carrément blond avec des cheveux lisses. Même les dessins animés qui ont repris cette évolution de l'espèce humaine ont reproduit cette évolution des couleurs qui vont du plus sombre pour le stade le plus primitif, le moins évolué, le moins intelligent, au plus clair pour le stade le plus évolué, le plus intelligent. Et c'est ainsi que parfois, de façon inconsciente, on a construit dans notre esprit une hiérarchisation de l'intelligence selon la couleur de peau. D'autre part, cette représentation de l'évolution de l'espèce humaine ne respecte pas la réalité, puisque comme je vous l'ai dit, toutes les espèces humaines sont apparues en Afrique, dans des régions particulièrement ensoleillées. Alors je suis obligée de faire un aparté sur la couleur de la peau. La couleur de la peau, la couleur des yeux et la couleur des cheveux sont déterminées par une seule molécule qui est microscopique, elle s'appelle la mélanine. Lorsque les êtres humains sont apparus en Afrique, notamment l'Homo sapiens sapiens, ils ont vécu pendant des centaines de milliers d'années exposés au soleil. La nature, qui est parfaite, a prévu une protection solaire naturelle pour leur peau, leurs yeux et leurs cheveux. Et cette protection, c'est le fait de produire beaucoup de molécules de mélanine qui vont foncer la peau, qui vont foncer les yeux, qui vont foncer les cheveux et qui vont donc empêcher les rayons UV de pénétrer massivement notre organisme, puisque à haute dose, ces rayons UV sont extrêmement nocifs. Je ferme cet aparté pour revenir à la représentation de l'évolution de l'espèce humaine. Donc l'une des informations erronées qui circulent depuis très longtemps à propos de la préhistoire, c'est ce genre de représentation de l'évolution humaine qui s'écarte totalement de la réalité. Tous ces personnages devraient être noirs, surtout en sachant que les scientifiques situent l'apparition de l'homme blanc, c'est-à-dire avec une couleur de peau très claire, aux environs de 8000 ans. Or, Homo sapiens sapiens, toujours selon les scientifiques, est apparu il y a 200 000 ans ou 120 000 ans. Donc on est très loin de l'apparition de l'homme blanc qui lui arrive il n'y a seulement que 8000 ans. Homo sapiens sapiens a un cerveau très développé par rapport aux autres branches de l'espèce humaine. Du coup, il a développé une curiosité intellectuelle qui l'a poussé à explorer son environnement et finalement, sans même s'en rendre compte, eh bien, il a quitté le continent africain. Donc à force de marcher, il s'est rendu en Asie il y a environ 90 000 ans et ce n'est qu'après avoir fait le tour de l'Asie qu'il est parti à l'opposé vers l'Europe il y a seulement 40 000 ans. Les groupes d'Homo sapiens qui étaient restés en Asie ont profité de la fonte des neiges dans le détroit de Bering et ils ont pu passer en Amérique il y a environ 30 000 ans. Il a fallu des milliers d'années avant que l'apparence de l'Homo sapiens sapiens ne se modifie pour pouvoir être adapté à ces nouveaux environnements. Donc comme je vous le disais, il y a 8000 ans, eh bien, Homo sapiens sapiens s'est éclairci, ses cheveux ont raidi, sa pilosité a augmenté et tout cela par rapport au froid et au manque de soleil. Du côté asiatique, pareil, la peau s'est éclaircie. Certains scientifiques attribuent les yeux bridés
aux tempêtes de sable ou à la réverbération de la lumière sur la neige. Quoi qu'il en soit, absolument toutes les caractéristiques phénotypiques des Européens, des Asiatiques, des Amérindiens et des Aborigènes d'Australie proviennent d'une seule source, l'homme africain. Si aujourd'hui, de plus en plus de reconstitutions de fossiles trouvés en Europe, en Asie, en Amérique montrent des hommes à la peau noire, comme par exemple l'homme de Cheddar qui a été retrouvé en Grande-Bretagne, il n'y a aucune surprise à cela. Les premiers hommes qui sont allés sur ces continents étaient africains, étaient noirs. On va revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a aussi un problème de représentation concernant certains événements clés de l'évolution humaine, puisqu'absolument toutes les premières traces de génie humain sont basées en Afrique. Le premier trait de génie pour l'être humain, par exemple, ça a été de se positionner debout et non plus à quatre pattes. D'une part, c'est le fait de se tenir debout qui a permis aux hommes de quitter les arbres et de pouvoir partir à pied, découvrir toute la planète. D'autre part, le fait d'être debout permettait aux premiers hommes de pouvoir voir le danger arriver au loin sans être perchés dans des arbres. Et bien tout cela a permis aux premiers hommes, c'est-à-dire aux Africains, de devenir les plus grands explorateurs de la planète. Et après cette idée géniale de se redresser et de rester dressé et de marcher, eh bien l'Africain a créé des outils. Et là encore, c'est un moment clé pour l'espèce humaine. Parce que c'est grâce aux outils que l'homme va pouvoir accéder à un certain type de nourriture auquel il ne pouvait pas accéder avant. Il va également pouvoir manger plus facilement. Désormais, il peut hacher la nourriture en plus petit, par exemple. Les outils ont également permis de coudre des vêtements. Et c'est comme ça que l'Africain a pu quitter des régions chaudes tout en s'abritant du froid grâce à des vêtements. Et l'atout majeur que les outils ont apporté à l'Africain, c'est de pouvoir se défendre des prédateurs, des flèches, des haches, des lances, tout un tas d'armes qui l'ont mis à l'abri d'une mort certaine. Imaginez un prédateur comme la panthère qui sait nager, grimper aux arbres et courir vite. Eh bien avant, l'Africain n'avait aucune chance en face d'un tel prédateur. Il fallait juste éviter de croiser son chemin. Mais avec l'idée ingénieuse de fabriquer des outils qui sont ensuite devenus des armes, eh bien l'Africain a pu faire fuir ses prédateurs en les blessant ou aussi carrément les tuer et pouvoir goûter à leur chair. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous voyez la représentation de fabrication d'outils pendant la préhistoire, on vous montre des personnages blancs en train de frapper des silex? Cette représentation n'est pas réaliste puisqu'absolument toutes les traces d'outils les plus anciens au monde se trouvent en Afrique et nulle part ailleurs. Le plus ancien outil jamais retrouvé date d'il y a 3,3 millions d'années et il a été trouvé au Kenya. En deuxième position, il y a un outil qui date de 2,55 millions d'années qui a été retrouvé en Éthiopie. Et en troisième position du podium, eh bien, il y a un outil qui date de 1,76 million d'années qui a été retrouvé en Tanzanie. Il y a des millions d'années qui séparent le plus ancien outil fabriqué par l'homme du troisième plus ancien fabriqué par l'homme. Et dans ce laps de temps, on ne retrouve aucun outil fabriqué sur d'autres continents. Ça veut dire que la fabrication du premier outil est totalement africaine. Eh bien, je vous garantis que vous pouvez chercher sur tous les moteurs de recherche. Premier outil, silex, outil le plus ancien, vous ne trouverez que des dessins et des représentations de personnages blancs. À aucun moment, il n'est représenté le véritable inventeur des premiers outils, l'Africain. L'Africain a eu sur le continent africain, c'est l'utilisation du feu.
La plus ancienne utilisation du feu par l'homme a été retrouvée dans une grotte en Afrique du Sud, la grotte de Swartkrans, et elle date d'il y a 1,5 million d'années. Ce qui veut dire que quand Homo sapiens est sorti du continent africain il y a 90 000 ans pour aller en Asie et peupler ensuite le reste de la Terre, il utilisait déjà le feu, il le maîtrisait déjà. Pourtant, que ce soit dans les livres, dans les dessins animés, dans les documentaires, à chaque fois que vous voyez l'homme préhistorique en train de découvrir le feu, on nous montre des personnages blancs. La réalité est que ce sont des Africains qui ont découvert le feu, ce sont des Africains qui ont bravé le danger de la brûlure pour apprendre à domestiquer le feu. Ce sont des Africains qui ont eu le trait de génie de se dire « le feu fait peur aux prédateurs, on va s'en servir pour se protéger d'eux ». Ensuite, l'Africain a remarqué que le feu attendrissait la viande crue et s'en est servi pour pouvoir cuisiner et améliorer son alimentation. Donc les premiers tournants qui ont apporté confort et science à l'être humain ont été réalisés par des Africains. Et en parlant de science, eh bien l'os d'Ishango est la trace la plus ancienne de calcul sur Terre. Il a été retrouvé où? En Afrique. L'os d'Ishango a été retrouvé au Congo et d'après certains scientifiques, les encoches qu'on retrouve dessus représentent un mode de calcul préhistorique. C'est la plus ancienne trace d'intelligence mathématique et elle se retrouve encore une fois en Afrique, réalisée par l'Africain. Même sur le plan artistique, encore une fois, la primeur va aux Africains. On ne compte plus les représentations d'hommes préhistoriques en train de dessiner sur les parois des grottes. Eh bien, chacune de ces représentations montre des personnages blancs. S'il vous plaît, faites le test, essayez de rechercher avec tous les mots-clés que vous voulez une représentation d'hommes africains préhistoriques en train de dessiner sur les parois d'une grotte, vous n'en trouverez pas. Alors qu'en réalité, le premier dessin au monde a été réalisé en Afrique. Dans la grotte de Bomblos, encore une fois en Afrique du Sud, un petit fragment de roche a été retrouvé avec des lignes rouges. Les scientifiques ont démontré que ces 9 lignes rouges sont un petit fragment d'un ensemble beaucoup plus grand, exactement comme si on avait retrouvé une seule pièce de puzzle, et qu'en réalité, il s'agissait certainement d'une figure géométrique. Ces lignes rouges ont été tracées à partir d'une peinture élaborée avec des pigments végétaux. Ce dessin a 73 000 ans. Ça veut dire qu'il y a 73 000 ans, l'Africain était capable de transformer une plante en peinture et qu'il a eu l'idée géniale de représenter ce qu'il voyait ou alors ce qu'il imaginait. On retrouve des productions artistiques datant de la préhistoire partout sur le continent africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'existe pas un seul pays africain où il n'y a pas une grotte, où il n'y a pas un endroit où des dessins sont gravés, dessinés et parfois même sculptés en relief. Sur la préhistoire africaine nous permettent de nous rendre compte que l'importance que l'homme africain a eue dans l'histoire de l'humanité a été complètement gommée, puisqu'on ne sait pas que c'est l'homme noir qui a découvert le feu, qui a fabriqué les premiers outils, qui a réalisé les premiers dessins, qui a exploré le monde entier, qui a découvert le calcul, qui a maîtrisé la chasse en premier, la pêche, etc. Si l'Africain a été le précurseur dans de nombreux domaines, c'est simplement parce que son environnement était propice à la créativité. L'Africain vivait dans l'abondance et dans une relative sécurité. De ce fait, il avait beaucoup de temps pour s'adonner à la réflexion et à l'observation de son environnement, c'est-à-dire les étoiles, ce qui a donné lieu à l'astronomie, ou encore la manipulation des végétaux, ce qui a donné lieu à la médecine par les plantes, ou encore à la construction et à l'art, ce qui lui a permis de découvrir les mathématiques.
Les autres groupes Homo sapiens sapiens qui ont quitté le continent africain ont parfois fait face à des environnements très hostiles qui ne leur ont pas laissé le temps de pouvoir s'adonner à la réflexion, à la découverte, aux inventions et aux sciences. Le continent européen a souffert d'une longue période de glaciation, ce qui fait que la nourriture était très rare et beaucoup de prédateurs qui sont aujourd'hui en voie d'extinction comme les loups et les ours étaient très présents à l'époque et donc représentaient une grande cause de mortalité pour les Homo sapiens sapiens qui ont été en Europe. Du coup, l'Homo sapiens sapiens qui s'est installé en Europe par exemple a dû faire face au manque d'eau, au manque de nourriture, au froid et à des prédateurs très dangereux. Tout ceci a empêché l'Homo sapiens sapiens européen de se sédentariser. Il a vécu en nomade, donc il n'a pas eu tout de suite l'occasion de construire des habitations et de développer l'architecture, les arts et les sciences. La priorité de l'Homo sapiens sapiens européen était la survie. On peut donc comparer l'avance que l'Africain de la préhistoire a pris par rapport aux groupes humains des autres continents avec un parcours où des coureurs n'utilisent pas le même chemin. Ces coureurs auraient les mêmes capacités et les mêmes compétences sur la ligne d'arrivée. Par contre, certains coureurs emprunteraient un chemin rempli d'embûches et d'autres coureurs qui, eux, seraient en ligne droite sans aucun obstacle. Nécessairement, ceux qui atteindraient l'arrivée en premier seraient les coureurs qui auraient rencontré le moins d'obstacles. C'est exactement ce qui s'est passé avec les différents groupes humains pendant la préhistoire. Certains Homo sapiens sapiens ont eu un environnement favorable à leur développement intellectuel et d'autres ont rencontré tellement d'obstacles qu'ils n'ont pu se développer intellectuellement que bien plus tardivement. Ce gommage de l'Africain dans la préhistoire est intervenu par rapport à l'esclavage. Quand bien même le travail forcé et la torture ont été abolis, la domination idéologique, c'est-à-dire le fait de faire croire que certains peuples sont au-dessus des autres, est restée. Les répercussions de ce gommage des apports de l'Africain dans l'histoire de l'humanité nuisent à absolument tout le monde, puisqu'il s'agit de l'histoire de la planète et qu'il nous manque une partie de cette histoire lorsqu'on nous cache dans toutes les représentations qui existent la réalité de ce qui s'est passé. Ce gommage contribue à convaincre certains de l'infériorité de certains peuples, notamment des peuples africains, et ce gommage fait également croire aux Africains qu'ils n'ont rien accompli, qu'ils n'ont rien réalisé et qu'ils doivent attendre une aide de l'extérieur pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Il est donc indispensable pour nous tous, quelle que soit notre origine, que nous quittions les mensonges par omission, que nous quittions les falsifications et que nous nous emparions de la connaissance de la véritable histoire de l'humanité. J'espère que cet épisode vous aura enrichi, qu'il permettra à certains de s'apprécier, de se respecter et à d'autres d'apprécier l'autre et de respecter l'autre. Je conclus cet épisode en remerciant la créatrice Rayon de Soleil à qui je dois les superbes bijoux que je porte aujourd'hui. Il y a déjà cette bague qui est inspirée de l'Égypte antique avec le fameux scarabée royal. Il y a mes boucles d'oreilles avec la touche typiquement africaine des kauris et il y a ce superbe collier avec deux pendentifs, l'un qui comporte deux kauris et l'autre qui présente un sublime scarabée royal. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.